bonjour à tous. Donc, je vais vous parler. Donc, je suis Nicolas Bensignor, je suis le fondateur de Playsoft, c'est un studio de développement de jeux mobiles. On développe et on édite des jeux, on est une cinquantaine. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un sujet qui est est-ce que la 5G va disrupter le jeu vidéo? Alors, donc on va faire un peu de prospective et d'analyse, tout en se souvenant que les analystes, c'est des experts qui vous expliquent demain pourquoi ce qu'ils ont prévu hier ne s'est pas passé aujourd'hui. Donc on va rester humble. Et ça tombe bien parce que, comme dirait Drax le Destructeur dans Les Gardiens de la Galaxie, l'humilité, j'adore ça, je suis moi-même incroyablement humble. Donc, pour essayer de comprendre un peu ce qui va arriver et anticiper les impacts, on peut regarder ce qui s'est passé déjà avec la 4G. Donc la 4G a changé vraiment la façon dont on consommait les médias. On est passé d'une période où on downloadait du contenu et des données sur son ordi le soir sur Napster en peer-to-peer à une période où on stream les données sur son mobile. Donc, avant de parler du fond du sujet, quelques définitions. Bon, vous connaissez bien évidemment ce que c'est que bande passante et latence, mais effectivement, on va en entendre parler beaucoup dans les prochaines années avec le déploiement de la 5G. C'est un argument marketing énorme. Donc, bande passante, c'est la quantité maximum de données qui peut être transférée par un réseau. Et puis, la latence, c'est le temps nécessaire à ce paquet pour passer de la source à la destination. Donc, en termes de chiffres, on parle de 5 fois moins de latence, on parle de 10 fois plus de rapidité, parfois on dit 100 fois, en fait, ça dépend de ce qu'on lit, de la littérature actuelle. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est l'agilité des réseaux, parce qu'en fait, les réseaux 5G vont être beaucoup plus agiles que les réseaux 4G. Aujourd'hui, il y a des grandes bornes, et plus on est éloigné de la borne, moins bien on reçoit. Demain, ce sera plein de petits points d'accès qui vont permettre de cibler de façon précise les appareils connectés. Et donc, il y aura c'est une des raisons pourquoi on parle d'agilité et pourquoi les opérateurs vont pouvoir influencer sur la rapidité, sur la capacité, donc vraiment des réseaux intelligents. Donc, il y aura des impacts énormes dans plein d'industries. On parle de la voiture autonome, de la chirurgie à distance. On parle évidemment des robots, de la maison connectée, tout ça. Donc, tout ce qui est pilotage à distance et tout ce qui demande des transferts de données rapides. Et puis, évidemment, des possibilités incroyables pour le jeu vidéo. Donc, on peut s'attendre à une réelle disruption de l'industrie de l'entertainment et des médias. Je n'ai pas fini ma presse, mais effectivement, la réponse est plutôt que ça va disrupter le gaming. Ça va être un peu l'équivalent de ce que le browser a fait pour l'Internet. Alors, on parle de demain, effectivement, puisqu'il est prévu des premières expérimentations en Corée en 2018. C'est déjà en phase de test, et un déploiement commercial à partir de 2020, donc dans 2 ans. Donc c'est effectivement le futur proche. Alors, j'ai fait 3 points. Les impacts, on peut parler d'impact sur la chaîne de valeur, enfin d'abord sur le contenu, ensuite sur la chaîne de valeur, et ensuite sur les usages et la consommation, sachant que c'est un peu des points un peu artificiels et que chacun nourrit la transformation des autres. Donc on va parler d'abord du contenu de l'innovation, enfin l'innovation de contenu, pardon, et puis là j'ai refait 3 points. Donc on va parler de la vitesse de transmission des données, de la qualité et de la fiabilité. Donc chacune de ces caractéristiques, en fait, va avoir des impacts vraiment sur l'innovation en termes de contenu. Donc d'abord, si on regarde la rapidité de données, si on s'intéresse à la réalité augmentée, sachant que les vitesses de téléchargement vont être multipliées par 10, voire par 100, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va
ouvrir une nouvelle ère pour la réalité augmentée qui aujourd'hui est assez embryonnaire, assez prémisse, on va dire. La plupart des éléments de réalité augmentée sont aujourd'hui pas intelligents et demain ils seront beaucoup plus agiles. Ils vont pouvoir interagir avec leur environnement et donc on va avoir des expériences qui seront beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus fun et interactives. Donc vous vous souvenez que l'an dernier, en fait, c'était absolument indispensable d'aller chasser des Pikachu et ses amis à la sortie du bureau. Donc ça a quand même rapporté $1 milliard en quelques mois. Et ça a propulsé l'action de Nintendo à des sommets, bon, même s'ils n'y étaient pas pour grand-chose. Par contre, c'est vrai que les Pokémon ne sont pas très vivants, ils sont là et on les cueille un peu comme ça. Donc on peut imaginer effectivement que grâce à la 5G, on va avoir des Pokémon qui commencent à jouer à cache-cache, qui vont pas vouloir se faire attraper, qui vont monter aux arbres, qui vont plonger dans l'eau, etc., etc. Donc ça, c'est effectivement un bon début pour la réalité augmentée. En plus, là, Niantic vient d'annoncer, je pense que vous l'avez vu, que pour leur prochain jeu, ils ont négocié la licence Harry Potter. Et donc, effectivement, quand on vous dit que la 5G va être magique, il faut le prendre au pied de la lettre. Le deuxième point sur le contenu dont on peut parler, c'est la réalité virtuelle. Donc, aujourd'hui, un des freins, c'est le prix du hardware pour la démocratisation de la réalité virtuelle. Évidemment, pour s'équiper, il faut s'acheter un PC avec des cartes graphiques chères, avec une capacité de calcul énorme. Demain, en fait, à partir du moment où il y a une partie du rendering et du calcul qui peut se faire sur le côté serveur et être envoyé via le cloud, on peut penser que cette réalité virtuelle va également être démocratisée. Et alors, comme disait notre ami de Microsoft, from core to more. Donc, vraiment la démocratisation de la réalité virtuelle et on va la retrouver sur plein de plateformes différentes. Donc ça, c'est vrai pour le gaming, c'est vrai pour les autres formes qui vont être impactées de réalité virtuelle, comme la retransmission d'événements sportifs, des concerts, voilà, toutes sortes de live. Ensuite, la qualité. Donc la qualité de ces nouveaux réseaux va avoir vraiment un impact fort sur l'innovation de contenu. Jusqu'à maintenant, en fait, on est dans une culture un peu de l'impatience où on est capable de faire de sacrifices en termes de qualité pour avoir de la rapidité. Donc demain, avec la 5G, il n'y aura plus de sacrifices à faire. On aura à la fois et en même temps la qualité et la rapidité. Donc on peut se dire qu'on va avoir des rendus hyper réalistes, de très haute définition, du high poly sur les téléphones. Bon, c'est pour la qualité console pour tous, c'est pour après-demain avec la 5G. Et effectivement, du fait de ce réseau beaucoup plus agile et beaucoup plus ciblant, il y aura moins de glitch. Ce sera le passé. La dernière chose, c'est peut-être la plus importante, c'est la latence qui va être proche de 0. Donc quand on dit proche de 0, ça veut dire proche de la communication en temps réel. Et donc ça ouvre énormément de possibilités. D'abord dans le cloud gaming. Donc aujourd'hui, les freins du cloud gaming, c'est le coût, la bande passante et puis la latence. Donc on vient de voir que ces trois points sont en partie résolus par l'avènement de la 5G. Donc ce que ça veut dire qu'il va y avoir des convergences réelles entre les jeux consoles et les jeux mobiles.
Et donc, le métier même de développeur mobile, par exemple, peut être un petit peu remis en question parce que quand on a de la qualité console sur son portable, il n'y a plus de frontières en fait, au développement des jeux. Alors, il y aura quand même, à mon avis, des spécificités mobiles qui resteront, puisque le temps de consommation d'un produit mobile n'est pas le même qu'un jeu à la maison sur console ou sur PC. Cependant, une grosse partie, je pense, du code et des assets, etc., seront mutualisés entre toutes les plateformes. Donc, probablement une réelle convergence entre ces différentes plateformes. La 5G, c'est aussi, bien évidemment, du fait de cette latence diminuée, l'avènement des nouvelles générations de jeux multijoueurs synchrones. Alors, non seulement l'expérience utilisateur va être incomparablement meilleure, mais également, pour les développeurs, ce sera beaucoup plus facile de développer des jeux multijoueurs. Puisqu'aujourd'hui, pour développer un jeu multijoueur, on prend en compte la latence, sur mobile, hein, notamment, enfin pas que, mais sur mobile, c'est important, et on essaye de cacher et de prédire, de faire de l'interpolation, merci Mickaël pour le terme, de faire de l'interpolation pour pouvoir prédire effectivement cette latence pour que le joueur, lui, ne s'en rende pas compte. Donc par exemple, nous, on développe un jeu de tennis en temps réel sur mobile. Et les animations d'un coup droit ou d'un revers permettent en fait de masquer le temps d'envoyer la donnée au serveur. Donc ça, il n'y aura plus besoin de faire ça, ce sera plus facile à développer, et évidemment, l'expérience utilisateur sera meilleure. Pour le e-sport, ça va aussi avoir des conséquences très fortes. Le e-sport mobile, notamment. En fait, le e-sport partout, pour tout le monde. Évidemment, une fraction de seconde, ça peut être hyper déterminant pour les e-sportifs. Et donc, j'ai mis ce logo de cette équipe parce que l'année dernière, effectivement, c'est une équipe sud-coréenne qui a pris l'avion pour aller jouer depuis Singapour pour gagner un dixième de seconde sur le jeu, quoi. Donc les conditions seront plus équitables et plus justes en fait grâce à la 5G pour faire du e-sport. Donc en fait, les améliorations de vitesse, de qualité, de fiabilité des réseaux vont faire la part belle à de l'innovation de contenu, à la fois en termes de gameplay, donc on a parlé de réalité augmentée, de réalité virtuelle, mais aussi de la façon de consommer le jeu en multijoueur, le cloud, l'e-sport, des jeux plus collaboratifs, etc. Donc on peut appréhender quelques changements évidents. Après, il est sûr que les développeurs de jeux vont, au fur et à mesure des tests qu'ils vont faire, inventer de nouvelles expériences et de nouvelles façons de jouer, justement grâce à ces performances. Alors, le deuxième point dont je voulais parler, c'était l'impact de la 5G en termes de chaîne de valeur. Donc, si on regarde en arrière, au premier moment, aux premiers instants du mobile, c'était les opérateurs qui avaient le pouvoir, puisque toute la distribution, 100% de la distribution, c'était par les réseaux des opérateurs, et ils avaient un business model qui était assez défavorable pour les développeurs. Ils gardaient 50 à 60% de la valeur, et les développeurs n'avaient pas grand-chose à dire et ne connaissaient pas leurs clients, etc. Après, il y a eu Apple qui a disrupté ça, et ça a été beaucoup plus favorable, et donc tout le monde s'est jeté sur l'opportunité, et ça a été le développement fulgurant depuis 10 ans du jeu mobile. Cependant, en 10 ans, en fait, les développeurs se sont mis un peu à la merci des stores, que ce soit l'App Store ou le Play Store. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une certaine difficulté dans des stores où il y a plusieurs millions de jeux et d'applications, des difficultés pour les créateurs de contenu à émerger facilement. Donc la 5G, ça va peut-être un petit peu renverser, en tout cas on peut l'espérer,
en tant que créateur de contenu, on peut espérer que le contenu sera le roi à nouveau et qu'il y aura un meilleur contact direct entre le développeur et l'utilisateur, le joueur. Parce que, puisqu'effectivement, il n'y aura plus besoin de downloader une app. Il n'y aura pas besoin d'aller sur un store pour downloader son jeu. On pourra effectivement le streamer. Alors, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais à mon avis, les App Store vont changer de modèle et vont changer probablement de façon de fonctionner. Peut-être que les réseaux opérateurs vont re-rentrer dans le jeu. Et d'ailleurs, on a vu que Amazon veut développer un réseau 5G, donc ça veut quand même dire que la distribution va changer. Est-ce qu'il y aura des nouveaux business models? On peut imaginer que cloud gaming plus free-to-play actuellement, ça rend un peu compliqué le business model des jeux payants. Alors, il y aura toujours des jeux payants, des licences énormes pour lesquelles les gens veulent payer et veulent acheter du contenu. Maintenant, pour les jeux un peu moyens, auxquels on joue quelques fois, il n'est pas sûr que ce n'est pas un effet important. Et donc, peut-être qu'on aura un business model qui va se développer de jeux, de paiement à la consommation, par exemple. Peut-être des abonnements, ça c'est moins sûr, mais bon, il y a un peu les cartes vont être un petit peu rebattues sur les business models également. Et enfin, je voudrais terminer par les consoles. Aujourd'hui, il faut voir que la plupart des millennials et dans beaucoup de pays du monde n'ont jamais joué à une console. Pourtant, ils sont des joueurs de jeux. Alors nous, on n'a pas trop cette vision-là ici, puisque la console, on fait partie des pays où on est né avec. Mais dans beaucoup de pays d'Asie émergents, dans beaucoup de pays d'Amérique latine, etc., les gens ont découvert le jeu vidéo par le mobile et les tablettes. Et évidemment, avec la 5G, ça va s'accentuer. Alors, il y a encore de très très beaux jours pour les fabricants de consoles, mais peut-être qu'ils vont également évoluer et proposer des consoles beaucoup plus mobiles, un peu sur le modèle de la Switch de Nintendo. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, Olivier Cadeau d'Ubisoft. Lorsque vous parlez de jeux multijoueurs qui auront une latence quasi négligeable et permettant de plus facilement créer des jeux multi, alors c'est vrai pour ce qui concerne les autres joueurs assez proches de vous, mais vous ne pourrez quand même pas défier le champion du monde d'un jeu qui se trouve à Los Angeles à cause des problèmes de physique liés à la vitesse de la lumière, de toute façon. Non, probablement pas. Mais bon, ça va quand même améliorer de façon tellement importante que des choses qui ne sont pas possibles aujourd'hui seront possibles demain et que la fluidité sera bien supérieure. Alors, je ne dis pas que que ce sera en temps réel exactement, mais je pense, honnêtement, c'est une opinion, hein, que on va avoir des gameplays de plus en plus multijoueurs, de plus en plus compétitifs. Quand on voit Clash Royale, en fait, on peut dire que c'est un gameplay de hardcore gamer, en fait. C'est extrêmement exigeant et compétitif. Or, c'est joué par le monde entier parce qu'ils ont réussi à mettre, en fait, ce gameplay multijoueur compétitif accessible et casual. Et donc, je pense que c'est ça vraiment la tendance de fond, c'est que les gens aiment jouer, aiment se comparer et de plus en plus, en fait, les uns contre les autres. Sur des jeux
je pense que demain, on va avoir du match 3 compétitif et que les nouveaux joueurs, qui sont les joueuses, en fait, qui sont apparus dans le paysage il y a une dizaine d'années, même pas, et qui sont aujourd'hui les premiers joueurs sur mobile, c'est des femmes, passent de petit à petit à des gameplays compétitifs. Et donc, la 5G, ça va accélérer ce mouvement. Et demain, on verra du Candy Crush compétitif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Après, évidemment, c'est pas la même chose que de mettre les champions du monde d'e-sport dans la même salle avec un réseau de fibre optique et de regarder à la milliseconde. Ça, je suis d'accord. Mais voilà, c'est la tendance de fond qu'il faut regarder, quoi. Sur le gameplay, hein, je parle. Merci. Merci. Bonjour Philippe Ornstein, Netineo. Est-ce que vous pensez au développement des jeux ou d'autres types d'usages en web VR, en web AR, ou est-ce que c'est nécessairement sur les applications natives? Bon, moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il y aura un développement qualitatif sur le web VR, web AR. Je pense que c'est le sens de l'histoire personnellement, hein, parce qu'en fait, je pense que le download, c'est une aberration. D'ailleurs, on avait complètement arrêté de downloader à la juste avant l'ère de l'App Store. On ne faisait plus rien, on ne downloadait pas sur son PC ou sur son Mac. On faisait tout dans le browser. Donc, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, et notamment aussi pour le développeur de mettre à jour. Là, on vit un enfer, hein, depuis 10 ans avec les versions, les soumissions, les reviews, les approbations. Et l'utilisateur, on est tellement habitué qu'on ne s'en rend plus compte, mais c'est quand même complètement dingue d'avoir à mettre à jour en permanence sur son device, etc. Moi, je crois que si jamais il y a des solutions qualitatives qui permettent de ne pas downloader, il y aura un usage très fort de ces solutions. Donc oui, on peut y croire, on peut l'espérer en tout cas.